réputés pour leur violence. Ce face-à-face va durer des semaines. En février 2014, la situation dégénère. Les Berkoutes tentent de reprendre par la force le contrôle de Maïdan. Ils tirent à balles réelles sur les manifestants. En 3 jours, 100 personnes sont tuées à Maïdan. Le 24 février, le président Yanukovych finit par quitter la scène et s'enfuit en Russie. Mais il est déjà trop tard. Le conflit s'étend et se propage dans tout ce pays, grand comme la France. Regarde sur le toit. Ça, ce sont des snipers de l'armée russe. L'escalade se poursuit au sud de l'Ukraine. Profitant du chaos dans la région, les forces spéciales russes débarquent en Crimée, une république autonome, mais rattachée à l'Ukraine. Une zone stratégique pour les Russes, un accès direct à la mer Noire. Les soldats ukrainiens perdent très vite le contrôle de la zone. Ils ne sont plus les bienvenus ici. En quelques jours, un référendum d'autodétermination est organisé en Crimée. Je participe au référendum et je vote pour la Russie. Résultat à la soviétique, 97% en faveur de l'annexion russe. Nous sommes fiers de rejoindre la Russie aujourd'hui. Nous attendions ce moment depuis si longtemps. Cette annexion va provoquer la pire crise entre l'Occident et les Russes depuis la chute de l'URSS. L'Ukraine est coupée en deux. À l'ouest du fleuve Dnipro, les habitants sont majoritairement pro-européens. À l'est, le regard est tourné vers Moscou. Au sud-est de l'Ukraine, dans le Donbass, cette zone frontalière avec la Russie, les séparatistes russophones soutenus et armés par le Kremlin occupent les bâtiments administratifs. Ils déclarent à leur tour l'autonomie de la région de Donetsk et de Lugansk. Dans ce scénario du pire, les combats éclatent. L'Ukraine accuse la Russie de vouloir l'envahir pour déstabiliser le pays. C'est un non-sens. Il n'y a pas de force armée russe dans l'est de l'Ukraine. Il n'y a ni force spéciale, ni instructeurs. Débute alors une guerre de position, une guerre de tranchées. Les chars des séparatistes font face à l'armée ukrainienne. Chacun campe sur ses positions. Les tirs d'artillerie sont à ce moment-là le quotidien de l'est de l'Ukraine. Ils sont en train de tuer nos frères, nos femmes, nos enfants.
Je vais transformer votre ville en cauchemar, comme vous l'avez fait avec la nôtre. Si un obus de plus tombe sur notre ville, nous nous dirigerons vers Kiev et nous dirigerons nos actions militaires vers vous, bâtards. Et nous détruirons, je vais tout détruire, tout. Au plus fort de la guerre, un avion de ligne reliant Amsterdam à Kuala Lumpur est abattu. Il n'y a aucun survivant parmi les 298 passagers du vol MH17. Dmytro Kaitaniuk est vétéran de l'armée ukrainienne. Un volontaire qui a combattu pendant 2 ans les séparatistes dans le Donbass. Aujourd'hui, il vit à Kiev avec sa femme Olena. Cette guerre, elle ressemble à ce qu'il se passait au milieu de la Première Guerre mondiale. C'est une guerre de tranchées classique. Des deux côtés, chacun a enterré ses positions. Et il y a des duels d'artillerie pour essayer justement de faire reculer ses positions. Une guerre d'usure se poursuit depuis 6 ans. Aujourd'hui, comme en 2014, mon seul souhait, c'est la victoire. Pour l'Ukraine, cette guerre est essentielle. Nous ne faisons pas la guerre pour la Crimée ou le Donbass. Nous luttons pour l'existence même de l'Ukraine en tant qu'État. Si on perd cette guerre, ce qui nous attend, c'est les épurations et la famine, comme à l'époque de l'URSS avec des millions de victimes. Dmytro et son épouse doutent de la capacité de leur président à stopper cette guerre. Il a pourtant été élu sur cette promesse. Zelensky n'a aucune chance de mettre fin à la guerre. Tous les slogans du président et de son entourage qui disent qu'il faut stopper la guerre, c'est du populisme. Derrière, il n'y a rien de solide, à part la volonté de vouloir garder le pouvoir. La clé de la résolution de ce conflit se trouve au Kremlin. Et ça, tout le monde le sait. La guerre en Ukraine, ce n'est pas du cinéma. Elle a coûté la vie à plus de 13 000 personnes. Le Donbass est aujourd'hui la principale préoccupation des Ukrainiens. Quelques jours avant le sommet de Paris, le président Zelensky s'est donc rendu sur la ligne de front pour rencontrer ses soldats. Pour la 6e année consécutive, l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie et la guerre dans l'est de l'Ukraine se poursuivent. Il est regrettable que l'Ukraine sacrifie chaque jour ses meilleurs fils et filles pour sa liberté. Aujourd'hui, nous travaillons sans relâche pour rétablir la paix dans la terre du Donbass ukrainien qui souffre depuis trop longtemps. Se mettre en scène sur le terrain du conflit, Zelensky l'a fait dès le début de son mandat. Il doit faire froid en hiver. Oui, il fait froid. Vous vous chauffez au bois. Président en bras de chemise, qui veut entrer dans la peau du chef de guerre, montrer à son pays et au monde entier qu'il assume son rôle. Du côté de Moscou, on raille l'ancien comédien. Les sarcasmes fusent. Je ne connais pas cette personne. J'espère qu'on se rencontrera un jour. Il semble qu'il soit un expert dans le domaine où il travaillait auparavant. C'est un bon acteur. Mais c'est une chose de jouer quelqu'un et c'en est une autre d'être quelqu'un. Il n'a fait ses preuves d'aucune façon. Nous n'entendons que des déclarations controversées de sa part. Mais depuis cet été, les relations se sont réchauffées, en apparence. Je veux m'adresser au président russe Vladimir Poutine. Il faut qu'on parle. Il le faut. Faisons-le. Avant de discuter, il a fallu donner des gages.
Chaque capitale a donc libéré 35 prisonniers politiques. Le 7 septembre, ces Ukrainiens ont retrouvé la liberté. Accueillis par le président Zelensky et les caméras de télévision. Parmi ces prisonniers, Mykola Karpiuk. Depuis 3 mois, il a repris ses habitudes dans le parc de la Victoire à Kiev, après 5 années et demie passées dans les prisons russes. Depuis que je suis de retour en Ukraine, je suis submergé par la joie. Ici, je suis entouré, je rencontre des gens qui vivent dans un pays libre. C'est vraiment très différent de l'ambiance en Russie. En mars 2014, en pleine crise politique, ce membre de Pravi Sector, parti ultranationaliste cassé à l'extrême droite, est arrêté à la frontière russe. On m'a invité en Russie pour des négociations avec le pouvoir du Kremlin. Le but était de régler le conflit qui mûrissait en Ukraine. On m'avait dit que j'allais rencontrer Poutine en personne. Moi qui n'ai jamais mis les pieds en Russie, jamais commis aucun crime là-bas, je voyageais l'esprit tranquille. Mais Moscou en décide autrement et l'accuse d'avoir participé à une autre guerre, celle de Tchétchénie en 1994. Durant la première année à l'isolement complet, Karpiuk est torturé. Tout ce qu'il y a dans mon dossier se base sur mes aveux forcés. Pourquoi se soucier des faits et des preuves s'il existe un courant électrique ? À partir du moment où ils ont cessé de me torturer, l'attitude du personnel des prisons où j'étais enfermé était plus humaine. Entre la Russie d'aujourd'hui et l'Ukraine, la paix est impossible. Pour qu'il y ait la paix, il faut que la Russie nous rende la Crimée et le Donbass. Il est évident que la Russie considère l'Ukraine comme une partie de son territoire. Elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour créer le chaos et démontrer à la communauté internationale que les Ukrainiens sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Cette défiance a créé une fissure dans l'arche d'amitié entre les Russes et les Ukrainiens, deux peuples frères de l'ex-URSS. Pourtant, ces derniers mois, Kiev et Moscou ont multiplié les gestes, l'un envers l'autre. Ces navires militaires, saisis il y a 1 an au large de la Crimée, viennent tout juste d'être rendus à l'Ukraine. Dans la région du Donbass, où la guerre fait rage depuis 6 ans, l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes ont pris leur distance. Chacun a reculé d'1 kilomètre, de part et d'autre de la ligne de front, sous les yeux des observateurs internationaux. Ce désengagement des forces n'est pas définitif. Il devrait encourager de nouvelles actions. Il s'agit notamment du contrôle de la frontière de notre pays. En ce début décembre à Paris, les négociations ont finalement duré 9 heures. Elles ont établi un calendrier sur de nouveaux échanges de prisonniers et un désengagement militaire plus large au Donbass. Mais rien sur la présence des milices pro-russes et le contrôle de la frontière. Un résultat important à plusieurs égards. Sur la question de la frontière, nos positions avec le président ukrainien sont tout à fait divergentes. Mais la mienne est très claire. Nous sommes pour l'application complète de nos accords précédents. Mes collègues m'ont fait comprendre que nous avions déjà obtenu de bons résultats pour une première rencontre. Mais pour moi, ce n'est pas assez. J'aurais aimé régler plus de problèmes. Merci à vous. Poutine est resté égal à lui-même. Zelensky n'a pas craqué.
Ce soir-là à Paris, pas d'ovation mondiale pour célébrer un accord, pas de photos de poignées de main entre les deux présidents. Les 4 chefs d'État doivent se revoir dans 4 mois pour la suite du feuilleton. Ne pas laisser tomber à nouveau la guerre à l'est de l'Ukraine aux oubliettes de l'histoire.